Pour ne plus jamais manquer de clients, tu as besoin d'un lead flow constant. Pour avoir un bon lead flow, tu as besoin de générer de l'attention de manière effective. Pour générer de l'attention de manière effective, tu as besoin d'utiliser ces 4 techniques. La création de contenu organique, la publicité, les partenariats et recommandations et la prospection. Pour bien générer de l'attention avec ces 4 techniques, tu as besoin d'utiliser ces 4 leviers. Le levier de l'humain, c'est-à-dire déléguer, le levier du code, c'est-à-dire automatiser et utiliser l'IA, le levier de l'argent, on scale toujours mieux avec de l'argent, et le levier du média, c'est-à-dire faire des vidéos une seule fois qui nous permettent de scaler autant de fois que possible. Et il y a une troisième chose à prendre en considération, c'est où est-ce que je vais placer cette attention que j'ai générée dans un des funnels que je vais te citer. Est-ce que l'attention que j'ai générée, je vais la placer dans un funnel où je vais utiliser des vidéos de vente marketing appelées VSL pour commencer à travailler les impressions en lead et les leads en client? Ou bien est-ce que je vais utiliser un funnel avec une newsletter? Ou bien un funnel avec un groupe communautaire privé? Ou bien un funnel avec un produit low ticket pour d'abord gagner la confiance de ces leads pour ensuite leur vendre plus facilement un produit high ticket. Je m'appelle Thierry, je génère plus de 6 chiffres par mois avec mon agence de consulting en vendant principalement des offres à des professionnels du photovoltaïque, des offres high ticket, et très récemment à des entrepreneurs tels que des coachs, consultants, propriétaires d'agences. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait d'une masterclass de plus de 20 heures où je partage absolument tout sur comment bien vendre en high ticket et avoir un business en ligne rentable. Dans cet extrait, on va voir plus en profondeur comment mettre en place ces 3 mécanismes que je viens de te citer, c'est-à-dire les 4 méthodes pour générer de l'attention, les 4 leviers à utiliser pour bien générer de l'attention et ensuite les 4 funnels où je peux placer cette attention afin de travailler ces leads et les transformer en clients. Bon visionnage. Entrepreneur, quel est votre métier? Si tu es un propriétaire d'agence, un coach, un consultant, un créateur de contenu, un prestataire de services ayant un business high ticket et souhaitant développer sa personal brand, je t'invite à rejoindre la communauté Conquête Digitale. Dans cette communauté, tu bénéficieras de plusieurs avantages. Maintenant, trouvons des clients. C'est l'avant-dernière partie de cette masterclass où je montre comment on peut monétiser une audience, monétiser des compétences en ligne si on est prestataire de services, proposant des offres à high ticket, au B2B ou même au B2C. Avant-dernière partie parce que on le sait bien. On a d'abord parlé de personal branding, pourquoi créer une personal brand, comment être antifragile. Ensuite, on a parlé du prix high ticket, pourquoi faire des produits et des prix, pourquoi faire des produits à des prix high ticket, comment construire une offre marketing qui fonctionne en fonction des croyances limitantes de nos clients, en fonction de certaines bases. On ne l'oublie pas, les gens veulent ce qu'ils veulent maintenant sans fournir aucun effort avec un gros bénéfice à la clé et de la personne en qui ils ont le plus confiance et qui visiblement comprend bien leurs problèmes. Donc en gros, une personne qui a une personal brand auquel des personnes se sont identifiées, auquel des personnes ont appris à apprécier l'entrepreneur. On a vu tout ça. Le prix high ticket parce que on vit en Europe, on vit en France, tout coûte absolument cher. Ce n'est pas en vendant des programmes à 200 € qu'on va faire de l'argent. Ce n'est pas en vendant des appels de consultation à 300 € qu'on va faire de l'argent. Et même si on a une grosse audience, on laisse beaucoup d'argent sur la table. On a aussi vu les désavantages du prix high ticket. C'est vrai, le high ticket, ça nous permet de faire de grosses marges. Le high ticket, ça nous permet de faire entrer de l'argent sans gérer trop d'humains dans la délivrabilité. Mais malheureusement, le prix high ticket ne concerne que 3% des personnes qu'on a dans une audience. C'est exactement aussi pour ça qu'on fait des downsells avec des produits low ticket. Si on veut taper les 1 million d'euros par mois, bon, ça c'est pour les personnes qui veulent faire les 1 million d'euros par mois. Je souhaite faire 1 million d'euros par mois. Mais même si je ne souhaite pas faire 1 million d'euros par mois, au moins avec ces stratégies-là, je peux générer de l'argent en ligne avec mon agence, mon agence de consulting, ma profession libérale, parce que je suis coach, parce que je suis infopreneur, parce que je suis propriétaire d'agence, parce que je suis consultant, parce que je suis créateur de contenu, tout simplement parce que je souhaite faire de l'argent en ligne.
Avant-dernière partie, maintenant, trouvons des clients. Trouvons des clients de cette manière. Donc ça, c'est mon Stripe. Solvani, c'est mon agence. Voilà. Là, des prix à étiquette. Hein. J'ai mis plus $5 000 parce que dans mon Solvani, dans mon Stripe aussi, je fais de l'e-commerce. On le sait. Je me suis déjà présenté, je fais de l'e-commerce et je peux avoir des transactions qui viennent de l'e-commerce. Mais là, on a plein de transactions à étiquette, n'est-ce pas? Des 14 000, des 16 000, des 20 000, des 11 000, des 10 000, des 8 000, parce que moi, je vends des offres à étiquette pour des personnes qui font du photovoltaïque et qui génèrent plus de 50 000 à 200 000 euros par mois. N'est-ce pas? Vous commencez à me connaître. Vous avez déjà vu suffisamment mes vidéos et vous savez que je vends des produits à étiquette pour ces personnes-là. Et que pour ces personnes-là, ce n'est pas quelque chose d'énorme parce que mon marché cible fait plus de 25 installations par mois et qu'une installation coûte 8 000 euros, n'est-ce pas? Et on a vu, durant plusieurs heures, dans cette grande masterclass gratuite où je montre comment le mois de mars, j'ai fait 140 000 euros en un mois. On a vu dans cette grande masterclass comment facturer une offre à étiquette en fonction de notre marché cible. Bien évidemment que si tes clients génèrent 15 000 euros par mois, tu vas pas leur facturer une offre à 15 000 euros. Les miens génèrent plus de 50 000 euros par mois. Encore, la moyenne, c'est 200 000 euros par mois. Mon meilleur client fait 1 million d'euros par semaine. Je vous ai expliqué l'histoire. J'ai eu du mal à le croire. Il m'a montré ses résultats. Il fait 500 000 euros. Il dépense 500 000 euros en publicité. Il m'a appris beaucoup de choses pour faire du bon setting, faire du closing, comment closer des propriétaires de maison. Il me l'a appris. Donc, encore des screens, 10 000 euros, 10 000 euros, 18 000, 25 000, 33 000. Il y a peut-être des screens là où, qui viennent de l'e-commerce aussi, je vais pas mentir, mais il y a pas mal de screens qui viennent du high ticket, de mes offres à étiquette. Voilà pourquoi je dis qu'il y a de l'e-commerce, parce que en fait là, par exemple, je vous montre, ça c'est mes résultats en e-commerce, il y a de l'e-commerce aussi, mais là, voilà des virements que je reçois. 14 000, des virements à 14 000. Si tu vas bien t'ouvrir, 14 000. Voilà, ça c'est des trucs, c'est des notifications que je reçois dans ma banque. 11 000, c'est en dollars parce que moi j'ai tout en dollars, j'ai des comptes en dollars. Hein? Vous le savez bien. Macron veut partir à la guerre face à Poutine, il n'a aucune chance. On le sait très bien, mais le problème pour nous n'est pas la guerre. Le problème pour nous est que Macron qui perd à la guerre, donc qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'on va faire tourner la planche à billets. Parce que la guerre, ça coûte de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe quand on génère trop d'argent? Eh ben, l'euro perd en valeur. Et en plus de ça, l'euro n'est pas une monnaie. L'euro n'est même pas une monnaie. Déjà, de un, c'est une monnaie qui ne profite qu'à l'Allemagne pour ses exportations. C'est exactement pour ça qu'on a plus de fonctionnaires en France, parce que le système, voyez-vous, économique français n'est absolument pas adapté à l'euro, contrairement au système allemand. Le Deutsche Mark est trop cher. Donc, l'euro qui est moins cher que le Deutsche Mark permet à l'Allemagne de bien exporter. Or, l'euro est trop cher pour l'économie française. C'est exactement pour ça que des Français, des entrepreneurs quittent la France. Et qu'est-ce qui se passe pour nous? Vu que Macron va partir à la guerre, la monnaie va perdre en valeur. Donc, nous qui vendons des services à des petits prix, que ce soit d'e-commerce, que ce soit des services, c'est pas faisable. Donc, c'est pour ça qu'on développe nos compétences pour vendre de l'étiquette, n'est-ce pas? Je vais l'expliquer. On vend de l'étiquette pour avoir ce genre de résultat. 8 000, voilà, 14 000 et j'en passe. Voilà, ça c'est mon mois de mars. On n'oublie pas, 141 000 en mois de mars, n'est-ce pas? Combien là? Last month, ça c'était avril. Voilà, avril, 100 000. Voilà. Ensuite, mai, 117 000, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est mon CRM. Mon CRM. Il y a des leads, des nouveaux leads. Là, où sont les clauses? Donc, des nouveaux leads. Là, on a géré. Ça, c'est notre funnel d'acquisition qu'on va regarder en détail dans cette avant-dernière partie de la vidéo. Là, on a des deals. Close deal, 1 million. Voilà, pour combien de personnes, je ne sais plus. Mais en tout cas, tout ça, c'est le funnel. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette partie de vidéo. On a vu le personal branding. On a vu comment construire une offre à étiquette, comment avoir une belle offre marketing, créer du contenu. Maintenant, on va voir comment avoir un système d'acquisition client efficace pour avoir un funnel comme ça, qui descend bien entre du lead généré, ça descend comme ça petit à petit, c'est normal, au rendez-vous, aux appels de vente bookés par des leads, jusqu'à des deals closés. Bien évidemment, il y a des gens qu'on perd. Jusqu'au deal closé. C'est exactement ce qu'on va voir. Voilà. Moi, je l'ai fait à travers le programme Solaire Pro Acquisition. Donc, pour les mecs du photovoltaïque, ça, c'est mon associé
Christophe, qui, voilà, ça marche un peu pour nous, donc lui, s'achetait une voiture à 100 000 euros. Moi, j'achète pas encore de voiture, j'attends d'avoir plus d'argent dans mon compte en banque. Après, peut-être qu'on se fera plaisir. Voilà. Donc, le système en 4 étapes pour avoir 10 à 15 clients à étiquette chaque mois. Le système à 4 étapes pour qu'on ait des clients à étiquette. Le système à 4 étapes pour qu'on puisse vivre de notre activité en ligne. Le système à 4 étapes pour qu'on soit libre. Le système à 4 étapes pour qu'on puisse s'occuper sur d'autres choses de notre vie. Le système à 4 étapes pour refaire de l'argent. Donc, le marché et l'offre, on l'a vu. Maintenant, nous, on va bien regarder l'attention. Créer, générer suffisamment d'attention, bien utiliser cette attention, la capter sous forme de data, avoir le nom, le prénom, l'adresse email des personnes. Comment on va communiquer avec ces personnes correctement, bien les éduquer et les transformer en clients. Et ensuite, bien délivrer notre offre. Voilà. Donc, on l'a dit, le premier problème que l'on a dans un business B2B, le premier problème qu'on a lorsqu'on essaie de vendre nos services, c'est que personne ne nous connaît. Le deuxième problème, c'est que on réussit à se faire connaître, on génère de l'attention, générer de l'attention, on a des leads, transformer les leads en clients. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas une offre pour tous les segments de notre marché. Le quatrième problème, c'est qu'on dépend trop de nos recommandations et ça, ce n'est pas viable. Les plus grands business du monde ont certes des recommandations, bouche à oreille, une belle réputation, mais ils ont toujours des techniques pour avoir de nouveaux clients sans arrêt. Même si le meilleur moyen de scaler est à travers la LTV, pour avoir de la LTV, c'est-à-dire scaler parce qu'on revend des services à des gens qui nous font confiance. Pour avoir ces gens qui nous font confiance, il faut d'abord qu'on les trouve à froid pour les transformer en clients. Et une fois qu'ils nous font confiance, on continue de trouver d'autres clients. Les recommandations, le problème des recommandations, c'est qu'on dépend de personne. Ce n'est pas viable. Un business qui fonctionne est un business qui dépend de lui-même, pas de recommandations de personne. Et le dernier problème, c'est l'entrepreneur en lui-même. Ça fait des heures que je parle. Si tu estimes que je blablate, je ne peux rien pour toi. Moi, en tout cas, j'ai pas besoin de toi. Voilà, donc problème 1, capter le maximum d'attention, c'est ce qu'on va voir. Donc, première partie du funnel, l'attention. Donc, c'est-à-dire générer plusieurs leads. Je vais revoir les bases de A à Z. Parce que les gens, souvent, ils pensent que lorsqu'il faut scaler un business, il s'agit d'avoir des techniques incroyables. Alors que non. Lorsqu'on veut scaler un business, il suffit justement de chercher à le simplifier davantage et de revenir aux bases. Et dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à tout le monde, débutants, avancés, intermédiaires, et j'en passe. Et donc, du coup, pour qu'on ait les bases, voilà, on va aller doucement. Je reviens aux bases sur qu'est-ce qu'un lead, le setting, le closing, la création de contenu. Moi, je vais parler que de YouTube dans cette vidéo sur la création de contenu parce que j'estime que si tu veux faire beaucoup d'argent sur Internet, tu es obligé d'avoir YouTube, pas Instagram, pas Twitter, pas LinkedIn, YouTube. Je ne ferai que la promotion de YouTube, mais ce que j'essaie de dire, c'est que là, on revient aux bases. Donc, première chose, lorsqu'on génère de l'attention, notre but, c'est d'avoir des leads. Lorsque je génère de l'attention, les followers, ok, mais il faut que le follower se transforme en lead, n'est-ce pas? Donc, on a 3 types de leads. Les leads froids, les leads tièdes et les leads chauds. On revient en base. Les leads froids, qu'est-ce qu'on a? Que son email. Son email, son numéro de téléphone et son prénom. Et il y a des stratégies pour avoir son numéro de téléphone, son email et son prénom. Le lead tiède, on a son email, son numéro de téléphone et son prénom et ils ont montré un certain intérêt. Il a montré un certain intérêt pour notre création de contenu. Le lead chaud, on a son numéro de téléphone, son email et son prénom. Il a montré un certain intérêt et il cherche une solution maintenant et en plus de cela, il peut se le permettre. Donc, le lead froid, c'est 80% de notre audience. Le lead tiède, c'est 17% de notre audience. Le lead chaud, c'est 3% de notre audience. On va taper ici et mettre le maximum, le paquet dans le lead froid, le lead chaud, 3% de notre audience. Et dès que commence à être rentable dans le lead chaud, 3% de notre audience, on va commencer à construire des produits pour le lead tiède, 17% de notre audience, et le lead froid, 80% de notre audience. En gros, les personnes qui ne veulent pas dépenser des produits à étiquette, ou bien les personnes qui ne peuvent pas exactement se permettre de dépenser de l'argent dans nos produits à étiquette. Donc, le lead froid, qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion de nos case studies, ads, vidéos publicitaires, on fait tourner des publicités, on utilise des campagnes, on met en place des newsletters. Le lead tiède, qu'est-ce qu'on fait? On partage de la valeur ajoutée gratuite. Là, on commence à l'éduquer. Donc là, en fait, on va faire tout ce qui est possible à faire pour capter de l'attention.
C'est-à-dire, tu as une chaîne YouTube, tu mets des case studies, tu as une chaîne YouTube, tu fais des vidéos incroyables, tu as une chaîne YouTube, tu crées du contenu comme je suis en train de faire, tu as une chaîne YouTube, tu crées le maximum de contenu possible pour avoir le maximum de vues, tu utilises la publicité pour capter les personnes, tu peux après derrière avoir une newsletter, le lead tiède, on part d'avant, on ajoute encore plus de valeur ajoutée, partage de valeur ajoutée gratuite, vidéo YouTube à forte valeur ajoutée. On fait des démos, ensuite on fait un suivi par téléphone, c'est-à-dire que là, on a déjà l'attention de la personne, on a capté son attention, on se souvient de ce que j'ai dit ici, il a montré un certain intérêt, donc on a son numéro de téléphone, son email, son prénom, il a montré un certain intérêt. Dès le moment où il a montré un certain intérêt, on continue de le travailler avec du coup du setting, on s'entretient avec lui par téléphone, par email, par SMS, on continue de créer de la valeur ajoutée à travers nos vidéos. On ajoute un humain dans le process d'automatisation, c'est-à-dire un setter, le setter qui va s'entretenir avec notre lead pour continuer de l'éduquer, pour continuer de le nurture, pour du coup gagner sa confiance au fil du temps. Et on fait du retargeting publicitaire parce qu'il faut que ce lead, pour que voilà, on entre dans sa tête, pour qu'il commence à nous faire confiance, pour qu'il commence à s'identifier à notre communauté, pour qu'il commence à s'identifier à nos valeurs. Parce que comme je l'ai dit, on va créer une personal brand pour montrer les valeurs auxquelles on aspire, pour faire en sorte que des gens s'identifient à nous, pour qu'on développe un capital sympathie, car c'est le seul moyen de faire de l'argent, c'est le seul moyen d'être un monopole. N'est-ce pas? On a vu, durant toutes ces heures où j'explique les choses, la vidéo de Steve Jobs qui en parle parfaitement et qui dit que le marketing, c'est un truc de valeur. Le but de Apple n'est pas d'essayer de montrer qu'ils ont des meilleurs téléphones que Samsung ou que Microsoft ou de je ne sais quoi. Le but d'Apple n'est pas de montrer qu'ils ont des meilleurs PC que de Windows. Le but d'Apple, c'est de faire en sorte que des gens s'identifient à leurs valeurs afin d'avoir une communauté solide. Et lorsque tu as une communauté solide, tu es antifragile. Retargeting publicitaire, on continue d'être présent dans la tête du client pour qu'on garde, on l'apprivoise, on continue de l'apprivoiser, on continue de rester dans sa tête pour que le mec il continue de voir nos vidéos. Lorsqu'il reçoit un email dans notre newsletter, il ne va pas s'empresser de le bloquer parce qu'il continue d'essayer de voir si nous sommes peut-être la bonne personne pour lui. Et en plus de cela, on crée de l'urgence. Parce que faut bien qu'au bout d'un moment, il réserve un appel. Il faut bien qu'au bout d'un moment, on s'entretienne avec lui pour essayer de le transformer en client. Et là, le lead show, qu'est-ce que c'est le lead show? Là, on a la confiance du mec. Maintenant, on essaie de voir sur comment on peut s'arranger afin qu'il devienne client. Donc là, pour ce qui est du lead show, on doit être à cette étape. Un appel de vente, appel de consulting, pour prendre le temps de répondre à chaque question du prospect. Parce qu'on a gagné sa confiance, on garde le contact avec lui, c'est-à-dire qu'on continue de s'entretenir avec lui, on lui envoie des SMS, des emails, voilà, sachant qu'on a gagné sa confiance, et même s'il est client, on continue de créer du contenu, on continue de lui apporter de la valeur, et alors, on essaie d'être persistant pour provoquer la vente sans en abuser. Parce qu'à force d'abuser, de trop vendre, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas recevoir de la publicité, mais ils aiment acheter. Donc à ce niveau-là, il y a des statistiques de vente qui montrent que la vente agressive fait plus d'argent que la vente non agressive. Le problème, c'est que la vente agressive, il faut bien voir sur le long terme, est-ce que cela est rentable? Donc nous, on va essayer d'avoir une bonne balance. Donc ça, c'est le mindset à avoir entre le lead froid, le lead tiède, le lead chaud. Et là, j'ai remis un autre schéma pour le parcours de votre client à étiquette. Donc là, du coup, on a le lead froid, là, on a le lead tiède, et là, on a le lead chaud. Le lead froid, qu'est-ce qu'on a? On a un avatar client idéal. Donc, durant plusieurs heures, on a parlé de l'offre marketing. Durant plusieurs heures, on a parlé de les croyances fondamentales de notre client. Identifier les croyances fondamentales de notre client, identifier le secteur de marché qui nous concerne. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Comme je vous l'ai dit, avec les professionnels du photovoltaïque, moi, j'ai fait cette erreur. Je pensais que mes clients étaient des personnes qui généraient 15 000 euros par mois jusqu'à me rendre compte, lorsque j'ai lancé mes publicités, que les personnes qui, en réalité, étaient mon bon segment d'audience étaient les personnes qui faisaient plus de 20 installations par mois, sachant qu'une installation coûte 8 000 euros. Donc ça, avatar client cible, on l'identifie correctement. Donc, le lead froid, c'est l'avatar client cible, il a un objectif précis et connaît ses KPIs, il connaît son problème et sa priorité. Donc ça, c'est le mindset que doit avoir un lead froid.
On doit être sûr que lorsqu'on génère de l'attention, on tombe sur ce genre de personnes qui cochent ces 4 cases. C'est les bases, mais c'est important. Ça doit être notre avatar client cible, idéal. Il doit connaître un minimum ses statistiques, les statistiques de son business. Il sait exactement là où ça bloque, parce que nous, on va pas chercher à le rééduquer. Pourquoi on va pas chercher à le rééduquer? Parce que il est important qu'on trouve les croyances fondamentales de notre client. Dès le moment où un prospect, dès le moment où notre marché cible a des croyances fondamentales, on capitalise sur ces croyances fondamentales. On a expliqué cela avec, par exemple, les personnes qui, elles, veulent perdre du poids. Une personne veut perdre du poids, automatiquement, elle veut des solutions faciles. Les personnes qui veulent perdre du poids pensent que les compléments alimentaires accélèrent la perte de poids. Donc nous, on va pas essayer de les changer, on va pas essayer de changer leur mindset en leur disant que non, il faut plutôt aller au sport. Lorsqu'on veut capitaliser dessus, vendre une offre marketing, on va leur donner ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on va leur faire du coup un pack de compléments alimentaires. On va le faire sur 3 mois, pas sur 1 mois. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas le meilleur moyen d'être riche avec des retainers mensuels. Parce que lorsque tu prends de l'argent sur le mois, tu dois attendre que le mois prochain, ton client continue de te payer. Mais 1 mois d'argent pris ne te permet pas suffisamment d'embaucher les bonnes personnes, d'être autonome dans ton business et de faire tourner de nouvelles publicités pour trouver de nouveaux clients. Non, on fait une belle offre à étiquette sur 3 mois. On a 3 mois pour bien montrer des résultats à notre client. Avec l'argent de 3 mois, on a suffisamment d'argent pour trouver un nouveau client. Avec l'argent des 3 mois, on a suffisamment de marge pour s'entourer de talents. Donc, avec les mecs, par exemple, qui, elles, pensent que les compléments alimentaires sont le moyen de leur permettre de perdre beaucoup d'argent, on leur fait une offre à étiquette sur 3 mois avec un pack de compléments alimentaires sur 3 mois. Et derrière, lorsqu'elles achètent ce pack de compléments alimentaires, on leur donne réellement ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire programme de sport, programme personnalisé et un suivi quotidien. On fait cela sous forme de challenge pour créer de l'urgence. C'est exactement comme ça qu'on fait la chose. Donc, il connaît son problème est sa priorité. On doit se rassurer de ces 4 points-là. Lorsqu'on continue d'avancer dans le funnel et que le lead devient du coup tiède, il a montré un certain intérêt, on doit être sûr qu'il coche ces 2 cases-là. Il a un intérêt pour notre solution. Il a montré un certain intérêt. Pour être plus précis, il a montré un certain intérêt pour notre solution. Et il est capable d'implémenter notre stratégie. Il est important que notre lead tiède coche ces 2 cases-là. C'est les bases, c'est important. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont sur Twitter, pensent avoir tout compris, qui derrière créent du contenu, envoient directement la personne l'appel de vente, elles n'ont même pas un process pour éduquer le mec et pensent avoir tout compris. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui sont sur Twitter et qui pensent du jour au lendemain devenir riches, alors qu'avec Twitter, tu n'as absolument pas le moyen d'éduquer tes clients, contrairement à une chaîne YouTube. Et encore, moi, Twitter, j'ai encore beaucoup de mal parce que je n'ai jamais vu quelqu'un dominer un marché ayant commencé sur Twitter. Toutes les personnes qui dominent un marché ont commencé sur un écran rectangulaire, YouTube ou la télévision, ou bien à travers des documentaires via la promotion de personnes qui étaient sur YouTube ou la télévision. Je n'ai jamais vu quelqu'un dominer un marché en ayant commencé sur Instagram, TikTok et Twitter. Encore TikTok, c'est possible parce que TikTok peut changer des vies, mais Twitter et Instagram, je n'ai jamais vu cela. Twitter, Instagram, si vous avez des personnes qui vous disent que j'ai un peu de 30 000 euros, allez, soyons gentils, 50 000 euros par mois sur Twitter, Instagram, sans avoir de vidéos VSL, sans avoir de chaîne YouTube, sans avoir une présence, en tout cas, sur un long format télévision ou YouTube, c'est du mensonge. Parce que pour générer plus de 50 000 euros par mois, au bout d'un moment, tu as besoin d'éduquer tes clients. Parce que, comme je le dis, peu importe ton business, peu importe le business, peu importe ta niche, tu auras 3% des gens qui n'auront pas besoin de voir 7 heures de ton contenu, qui n'auront pas besoin de voir 7 fois ta publicité, qui n'auront pas besoin que tu partage autant de valeur pour acheter tes produits. N'est-ce pas? Mais dépasser ces 3%, tu as besoin de créer du contenu, d'être omniprésent sur les plateformes, tu as besoin d'être omniprésent dans la tête de ton prospect. Et tu ne peux pas le faire sur Twitter, tu ne peux pas le faire sur Instagram avec du contenu aussi court. Tu peux le faire sur TikTok, parce que sur TikTok, tu peux avoir une puissance, une viralité à être partout sur la plateforme, comme l'influenceur américain qui l'a fait en 2021. Andrew Tate, mais tu ne peux pas le faire sur Twitter. Et quand tu regardes même les gens qui sont les numéros 1 sur Twitter, ils ont d'abord été viraux sur YouTube ou à la télévision, et ensuite, sur Twitter, tu as des gens qui les suivent, et là, ils ont fait le premier travail qui était de l'attention et d'apprivoiser les gens a été fait bien avant, et sur Twitter, ils ont juste à faire des posts et continuer la chose. Donc, j'ai beaucoup de mal avec Twitter et Instagram quand je vois des personnes vous dire de commencer sur Twitter ou Instagram. Le seul réseau sur lequel tu dois commencer, c'est YouTube. Ton monopole, tu le feras sur des formats longs, YouTube.
On va pas sauter les étapes, on va parler de YouTube plus tard, mais en tout cas, le lead tiède, lorsque ton lead avance dans ton funnel d'acquisition, tu dois être sûr qu'il coche ces deux cases-là. Il a un intérêt pour ta solution, il est capable d'implémenter ta stratégie. Le troisième stade de lead, le lead donc vraiment chaud, tu dois être sûr qu'il coche ces deux cases-là. Il a du budget et il est décisionnaire. Il est décisionnaire, c'est très important parce qu'en appel de vente, souvent tu peux faire l'erreur d'avoir quelqu'un avec qui tu t'entretiens du coup en appel de vente et cette personne n'est pas décisionnaire et du coup tu perds du temps en closing. Moi j'ai fait cette erreur, je vais pas mentir. Mais c'est des erreurs auxquelles tu fais pas attention dans les débuts. Tu as quelqu'un qui te dit oui voilà vous inquiétez pas c'est moi qui prends la décision. Au moment où il faut passer à la caisse, il te dit quoi? Bah, j'attends la décision de mon père. J'attends la décision du directeur. Voilà. Donc super important. C'est les bases. Mais c'est des bases très importantes. Rassurez-vous qu'il a du budget et qu'il est décisionnaire. Votre setter, ou lorsque vous qualifiez un lead, doit se rassurer que le lead correspond à tous ces critères avant l'appel de vente. De peur de perdre du temps en appel ou de se prendre un no-show. Un no-show, c'est une personne qui n'était pas présente lors de l'appel de vente. 80% des leads ne dépasseront pas l'étape du cold lead. Donc, on se rassure. Normalement, ici, là, on va dire là, c'est la vente. Là, leads qui ont de grandes chances d'être votre client. Le lead qui est ici, il doit être votre client cible, avoir un objectif précis, et il connaît ses KPIs, connaître son problème est sa priorité, il a l'intérêt pour notre solution, il est capable d'implémenter notre stratégie, il a du budget et il est décisionnaire. Lorsque votre setter, le setter dont je parle ici, ou bien nous, si nous qualifions nous-mêmes nos leads parce que nous n'avons pas de budget, lorsqu'on essaie de qualifier un lead, parce que le funnel c'est quoi? C'est lead froid, lead tiède, lead chaud, lead qualifié. Après le lead chaud, c'est lead qualifié. Lead qualifié, client. Lorsqu'on essaie de qualifier un lead ou setter, on doit se rassurer qu'il correspond à toutes ces cases. Donc, avant l'appel de vente, on fait une fiche et on coche chacune des cases. Est-ce qu'il respecte cette case? Est-ce qu'il respecte cette case? Ainsi de suite. Ça paraît très, très basique. Hein. Ça paraît très débutant. Mais les gens, souvent, lorsqu'ils veulent scaler, ils oublient les bases. Après, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, 80% des leads ne dépasseront pas l'étape du cold lead. 17% ne dépasseront pas l'étape du warm lead. 3% seront des leads chauds. Pour bien performer dans le process de l'attention, maîtriser ce process. Cette vidéo m'a pris 4 semaines. Parce que, je répète, le meilleur moyen de scaler un business, c'est de revenir aux bases. C'est de simplifier son business, de revenir aux bases et de ne pas tout le temps créer des frictions dans son business. Et ensuite, une fois que des personnes nous ont fait confiance, de continuer à vendre à ces personnes qui nous ont fait confiance parce qu'elles nous ont fait confiance. C'est plus facile de vendre à une personne qui nous a fait confiance que de chercher de nouveaux clients. On revient tout le temps aux bases lorsqu'on veut scaler un business. Lorsqu'il y a quelque chose qui bloque, on revient aux bases. Voilà, ça c'est des bases. On revient aux bases. Je reviens. Est-ce qu'il y a un problème ici? Ah, là, je me rends compte qu'il y a un problème. Je corrige. Aussi simple que ça. Donc, on maîtrise ce process. Comment puis-je générer des prospects froids? Comment puis-je entretenir ces prospects froids et les transformer en prospects chauds? Comment puis-je déterminer quels prospects chauds sont réellement qualifiés? Comment puis-je inciter les prospects qualifiés à réserver un appel avec moi? Comment puis-je convertir les appels de vente en clients? Comment puis-je fournir un service incroyable? C'est exactement les questions à se poser lorsque on veut optimiser notre système d'acquisition. Rien d'autre. Pas la peine d'aller ailleurs ou je ne sais quoi, ou pas la peine d'aller ailleurs. Pas la peine de se poser 1 milliard de questions. On revient à ces questions-là et on essaie de répondre à chacune de ces questions. Et on essaye de bien cocher chacune. On essaie de se rassurer que le lead qualifié, que le lead pour qu'il soit qualifié, l'étape qui suit le lead chaud, c'est lead qualifié. On se rassure qu'il coche chacune des cases. Moi, ça c'est le système qu'on utilise pour le photovoltaïque. Et c'était avec ce système-là, je suis sûr que je respecte tout mon process. N'est-ce pas? On fait de la publicité, il remplit un questionnaire, il montre un certain intérêt, il programme un rendez-vous de lui-même, son intérêt,
est confirmé. Si il n'a pas réservé un appel de vente avec nous, on le rappelle. Un appel téléphonique automatisé est placé avec notre équipe. C'est le setter qui le fait. S'il ne répond pas, on relance par SMS et par messages vocaux. Donc là, on est toujours dans le lead froid. Hein. On est toujours dans le lead froid ici. On ne sait toujours pas s'il a un intérêt pour notre solution et s'il est capable d'implémenter notre stratégie. Donc à ce niveau-là, tant que le setting n'a pas été fait, on est toujours ici. Si le setter réussit à l'avoir au bout du fil, le setter s'entretient avec lui. Ça peut se faire en un appel, 2 appels, 3 appels, c'est simplifié. Nous, on a une séquence de 11 jours. On l'appelle 4 fois par jour. Que ce soit pour nos clients en photovoltaïque, lorsqu'on essaie de leur trouver des propriétaires de maison, et que ce soit pour nous, lorsqu'on essaie de trouver des professionnels en photovoltaïque, ou bien que ce soit pour moi, du coup, lorsque j'essaie de trouver des personnes avec que je peux aider avec ma chaîne, en générant du contenu sur ma chaîne YouTube. Le setter s'entretient avec lui plusieurs fois. Il y a une phase d'éducation aussi avec des séquences d'SMS et d'emails. Il y a du retargeting publicitaire. Il y a de la création de contenu. Il y a des vidéos de vente qu'on envoie à notre client. On lui dit, tiens, tu peux regarder cette vidéo. On a abordé ce sujet-là. Tu peux regarder cette vidéo. On a abordé ce sujet-là. On essaie de se rassurer du coup qu'il a vraiment un intérêt pour notre solution et qu'il est capable d'implémenter notre stratégie. Ici, si tout se passe bien avec le setter, à ce moment-là, on fait en sorte qu'il réserve un appel de vente avec le closer. D'accord ? Et là, c'est ça, j'ai mis ici, si possible, fait de passer par un appel de transfert en direct, parce que là, ce schéma aussi, il est adapté pour nos clients, parce que lorsqu'on fait le setting pour nos clients, si tout se passe bien, on l'envoie directement au commercial de notre client. Mais là, si du coup, avec le setter, l'étape est confirmée et que du coup, on réserve bien un appel avec du coup le commercial ou le closer, on continue d'envoyer des SMS, des emails, du retargeting publicitaire, du contenu, de la newsletter. On le répète, les gens passent plus de temps sur l'email que sur les réseaux sociaux. Donc, on doit avoir une stratégie de newsletter précise. Et quand je dis une stratégie de newsletter précise, ce n'est pas de tout le temps envoyer le bouton réserve un appel à chaque fin de mail. Non. 7 jours, tu crées du contenu gentiment, voire même 2 semaines, et ensuite, tu fais un call to action. Pas la peine d'être trop agressif. Par contre, dans ton process direct, oui, tu peux être agressif. Quand il faut l'appeler, lorsqu'il n'a pas décroché, lorsqu'il a réservé un appel, tu dois appeler dans les 5 minutes qui suivent, et j'en passe. Là, tu dois être agressif. Mais avant l'appel du closer, on se rassure davantage qu'il est capable d'implémenter notre système. Le setter aussi, là, ici, il faut aussi que ces questions soient répondues avec le setter. Je vais vous montrer le script de vente qu'on a avec le setter. Le setter doit se rassurer qu'il a du budget et qu'il est décisionnaire. Ici, il faut vraiment que le closer, lorsqu'il s'entretient avec lui, on a répondu à toutes ces questions. Et il faut aussi, du coup, derrière, qu'on réponde aussi à ces questions. C'est exactement ce qui se passe ici. Je continue. Plutôt que de vous demander comment puis-je obtenir des clients, vous devriez vous poser la question suivante. Comment puis-je générer des prospects à froid? Comment puis-je entretenir ces prospects froids et les transformer en prospects chauds? Comment puis-je déterminer quels prospects chauds sont réellement qualifiés? Comment puis-je inciter les prospects qualifiés à réserver un appel avec moi? Comment puis-je convertir les appels de vente en clients? Comment puis-je fournir un service incroyable? Une fois que vous comprenez que ce processus en plusieurs étapes, une fois que vous comprenez que c'est un processus en plusieurs étapes et que chaque étape doit être considérée comme un objectif en soi, vous êtes déjà à 25% du chemin vers le succès. Lorsque vous aurez vraiment intégré cela, vous serez déjà au-dessus de 80% de la concurrence et tout ce qu'il vous restera à faire est d'incorporer un système pour gérer automatiquement chacune des étapes. C'est ce que nous allons faire. Donc, la génération de leads va se faire parfaitement à travers la création de contenu organique, avec des publicités, avec des partenariats, des recommandations et de la prospection. Et là, je l'écris. Il y a 4 principales façons de générer des prospects. Et non, les recommandations ne sont pas incluses. Un business basé uniquement sur des recommandations n'est pas un business. Il y a du coup le contenu, on crée du contenu, la prospection, la publicité payante et les partenariats. Partenariats à travers la publicité payante. Donc ça, c'est on génère l'attention. Bien évidemment, il faut générer le maximum de leads. Et après, on a un système qui nous permet du coup de faire en sorte que chaque lead ici coche chacune des cases. Comme dans ce système qu'on a nous pour trouver nos clients. Je continue. L'idéal est de maîtriser les 4.
Donc là, on est sur la première partie du système. On a commencé la première partie du système qui est du coup la génération de leads. Comme je l'ai expliqué là, on génère des leads, on génère de l'attention, des leads. Ensuite, posséder l'attention, c'est là, comme je l'ai dit ici, posséder l'attention. On a l'information du client là, on a leur email, cold email. D'accord? Pour avoir un lead froid, il faut d'abord qu'on ait géré de l'attention. N'est-ce pas? Donc là, on attaque générer de l'attention pour du coup avoir les premiers leads à froid. Et petit à petit, ils deviennent tièdes et ensuite ils deviennent chauds. Donc, l'idéal est de maîtriser les 4. Donc, pour générer de l'attention. Pour générer de l'attention, l'idéal est de maîtriser les 4 manières de générer de l'attention. Le trafic, le contenu, la création de contenu en organique, la prospection, les publicités payantes et les partenariats. Pas des partenariats comme des recommandations. Tiens, Thierry, c'est un mec pas mal, je t'envoie son Instagram. Non, non, non. On a un process professionnel de partenariat. Je vais le montrer en vidéo avec des case studies que moi je fais pour mes clients dans le photovoltaïque. On fait tourner des publicités. On a un formulaire, on a des pages de vente. C'est professionnalisé. On n'est pas au, je sais pas moi, au bistrot où on parle entre nous et on fait des recommandations. Ça marche aussi, bien évidemment que ça marche. La meilleure publicité du monde, c'est le bouche à oreille. Mais c'est pas stable. Nous, on se professionnalise et du coup, d'ailleurs, on maximise le bouche à oreille. Donc, l'idéal est de maîtriser les 4. Mais le plus important reste la publicité. Pourquoi la publicité? Car avec la publicité, tu as des résultats plus rapides. Avec la publicité, tu sais si ton offre marketing fonctionne. Je l'ai déjà montré plus haut. Lorsqu'on parlait de l'offre marketing, la publicité te permet de tester plus rapidement, la publicité te permet d'avoir des résultats rapidement, la publicité te permet tout simplement de fournir peu d'efforts pour aller rapidement. Il y a un entrepreneur qui en parle. Si vous estimez que payer... Il parlait de quoi? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que si vous pensez que la formation coûte cher, alors testez la gratuité. Je ne sais plus exactement ce qu'il disait. Mais en gros, beaucoup de personnes pensent que se former et que payer, cela coûte cher, alors que dans la réalité des choses, dans vraiment la réalité des choses, la gratuité coûte cher. Car tu perds du temps, tu es dans l'ignorance, tu testes des trucs, tu ne sais pas où tu avances, et j'en passe, tu as le temps qui passe, au final tu dépenses de l'argent parce que dès les débuts, tu n'as pas voulu payer quelque chose pour aller plus vite. Donc là, c'est pour ça que j'écris le plus important reste la publicité. Ceux qui font plus de 6 chiffres par mois maîtrisent le concept des publicités et génèrent de A à Z leur génération de leads grâce à ce processus. Mais bien évidemment, comme j'en ai déjà parlé bien avant, il y a une synergie entre les 4. C'est-à-dire que quand je dis qu'il faut faire de la publicité, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de la publicité. La publicité fonctionne mieux lorsque tu as de la prospection, lorsque tu as de la création de contenu et lorsque tu as des partenariats. Lorsque tu es déjà connu et que tu lances de la publicité, bien évidemment que le coût par acquisition coûte cher. Le coût par acquisition coûte moins cher. C'est exactement pareil. Lorsque tu as, par exemple, délivré un service, tu as des recommandations. Lorsque tu as délivré un service, tu as des clients A. A prime, A prime prime, A triple prime. Ces clients A prime, A prime, A triple prime, lorsqu'ils vont recommander tes services, ils vont les recommander à des gens qui leur sont semblables. Donc ça va être A, double prime, 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 et j'en passe. Or, toi, tu sais que tu as un service qui marche. Donc, si tu fais de la publicité, par exemple, tu vas toucher des clients B, des clients C, des clients D. Et parce que tu sais que tu as un service qui marche, client B, client C, client D vont recommander tes produits à client B', client C', client D'. Donc, il y a une synergie entre les 4. Les partenariats fonctionnent mieux lorsque tu as de la publicité, la création de contenu et de la prospection. La prospection fonctionne mieux quand tu as de la création de contenu, tu fais de la publicité et des partenariats. Et la création de contenu fonctionne mieux quand tu as fait de la publicité, la prospection et des partenariats. C'est une synergie qu'il faut faire entre les 4. Et en plus de cela, on est anti-fragile. Cependant, ne te laisse pas convaincre par l'idée que tu dois choisir un seul canal d'acquisition et le maîtriser. Tu peux avoir un canal principal, mais les 4 sont importants, car chacun rend les autres plus efficaces. Oublie les croyances limitantes qui te disent tu dois te concentrer sur un seul canal. Éloigne-toi des personnes dans ta vie qui te disent la même chose. Ni l'une, ni l'autre ne te servent et te retiennent juste. Le but de la vie, c'est de briser toutes nos croyances limitantes et d'aller le plus loin possible. Nous voulons faire plus de 100 cas par mois, donc maîtrisons, donc nous maximisons tous les canaux. Souvent, j'écris là... Donc, ce que j'essaie de dire,
Au bout d'un moment, lorsqu'on voudra atteindre un certain palier dans notre entreprise, il faudra qu'on brise des croyances limitantes et du coup, il faudra qu'on se professionnalise un maximum. Donc, on est là pour augmenter nos chances. Déjà que le business c'est dur, déjà que faire de l'argent c'est dur, je vais mettre ce schéma car ce schéma est très important, déjà que le business c'est dur, déjà que générer de l'argent c'est dur, vivre de l'internet c'est compliqué, donc on n'est pas là pour se concentrer sur un canal et en laisser d'autres. On maximise tous les canaux. Et moi, j'ai déjà parlé. Il y a des gros entrepreneurs en France ou en Amérique qui vous disent commencer déjà sur un canal et puis maximiser les autres. Non, 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 non. Moi, je l'ai déjà dit. Si tu as déjà fait de l'argent d'une quelconque manière, tu sais pertinemment que c'est dès le moment où tu génères ton premier euro que c'est là que tu risques de te faire bannir. J'ai donné l'exemple entre un entrepreneur qui réussit à faire de l'argent et qui a un compte bancaire et un entrepreneur qui ne fait pas d'argent et qui a un compte bancaire. Celui qui a le plus de chances d'avoir des barrières et de se faire bannir son compte bancaire, c'est celui qui fait de l'argent. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on cherche l'antifragilité à tout prix. On doit être sur toutes les plateformes, sur toutes les grilles. N'est-ce pas? Et aussi, ce que je voulais dire d'autre, si je peux me souvenir, voilà. Si tu es un entrepreneur et qui a déjà fait de l'argent, si tu es quelqu'un de normalement constitué, tu t'es posé cette question comme 99% des entrepreneurs. Ah, j'ai quelque chose qui fonctionne. Combien de temps est-ce que cela va durer? C'est un réflexe naturel qu'on a parce qu'on a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est une réaction d'autodéfense qu'on a dans notre cerveau. On se dit toujours jusqu'à quand est-ce que cela va durer? Et le business, la première règle du business, c'est que déjà de 1, tu prends l'argent, tu le mets dans ta poche, que ce soit éthique, que ce soit pas éthique, on met l'argent du mec dans notre poche. Si le mec demain nous dit je veux aller sur la Lune, tu lui dis oui, j'ai un moyen pour que tu ailles sur la Lune. Donne l'argent. Ok, l'argent est dans ma poche. Maintenant, trouvez une solution. Richard Branson en parle. Si vous avez quelqu'un qui veut vous donner de l'argent, prenez-le. Vous trouverez une solution plus tard le même soir. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est aucun business dans le monde est éternel. Tout business a une fin. Apple disparaîtra. IBM disparaîtra. Tu regardes les 100 premières entreprises du monde, il y a 100 ans, c'est pas les mêmes aujourd'hui. Donc, parce que on sait pertinemment que en plus de cela, il y a le darwinisme, c'est-à-dire que le business en ligne, ça va très vite. C'est-à-dire que les techniques qui marchaient il y a 1 an, c'est plus les mêmes techniques qui marchaient il y a 2 ans. Les mêmes techniques qui marchaient il y a 3 ans, c'est plus les mêmes techniques qui marchaient il y a 4 ans. Donc, parce que, déjà de 1, c'est difficile de faire marcher quelque chose. De 2, aucun business ne dure éternellement. De 3, tu as ce mécanisme auto-naturel, c'est-à-dire cette question, lorsque tu as quelque chose qui fonctionne, qui arrive dans ton esprit, combien de temps cela va durer? Dès le moment où tu as tous ces trucs que je viens de citer, tu comprends bien que tu es là pour maximiser tes chances. On va pas se concentrer sur un truc. Et je veux bien entendre que oui, la création de contenu, ça prend beaucoup de temps. Moi, je galère aussi à faire la création de contenu. J'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Là, je suis déjà après 14 heures de vidéo. J'ai envie de faire plus que ça. J'ai envie de poster 3 fois par jour sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de bombarder ma création de contenu. C'est difficile. Mais sachant que c'est difficile, on essaye du coup de se donner au maximum. Le truc que j'essaie d'expliquer, c'est comment on doit avoir l'état d'esprit de se dire je dois être partout. Même si dans le réel, on fait 2 des 4 techniques pour générer de l'attention, on doit quand même garder dans notre esprit qu'il faudrait qu'à terme, on essaie de faire les 4. Et non pas juste 2. Par exemple, moi, je ne fais pas de prospection encore. Moi, je fais des pubs et je fais de la création de contenu. Pour mes clients, on fait de la prospection, la création de contenu, des partenariats et des publicités, on fait les 4. Mais pour moi, déjà, je ne fais que 2. Je fais de la création de contenu et des pubs. Mais dans ma tête, je sais pertinemment que je dois faire aussi de la prospection et c'est quoi le dernier là? Et des partenariats. Et quand je parle de partenariat, c'est pas des recommandations à droite et à gauche, non. C'est de professionnaliser un système de partenariat. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce schéma? Parce que comme 99% des gens sont en train de râler lorsqu'ils voient des gens complètement cons sur TikTok faire 200 000 euros par mois, ils sont en train de râler alors qu'ils devraient plutôt se poser la question de savoir pourquoi ces gens cons font de l'argent et pas moi.
Eh bien, j'ai mis ce schéma-là. Parce que dans la vie, tu sais, les gens qui performent dans la vie, t'as une courbe. Il y a beaucoup de mèmes comme ça qu'on voit sur Twitter. T'as une courbe comme ça qui monte et qui redescend. La courbe du QI. C'est-à-dire que t'as le QI 0, t'as le QI 2000 et au milieu, tout en haut, t'as le QI moyen. Donc peut-être que tout en bas, t'as le QI 80. Au milieu, tout en haut, là, donc du coup, là où se retrouvent 90% des gens, tu as le QI 100. Et tout à droite, tu as les génies qui ont un QI supérieur à 120. Et quand tu regardes la réalité de la vie, quand tu regardes les accomplissements des êtres humains, bah, tu te rends compte que les gens qui accomplissent des choses, ou bien les gens qui ont des lifestyles stables, les gens qui sont qui ne se prennent pas la tête, les gens qui font bien les choses, ce sont soit les gens qui sont complètement cons, soit les gens qui sont extrêmement intelligents. Mais les gens du milieu, là, 90% de la population, ils font n'importe quoi, parce qu'ils ne veulent pas écouter, parce qu'ils se remettent en question, parce qu'ils ont toujours des oui, mais non, tu vois. Voilà, c'est exactement. Et du coup, ces personnes, lorsqu'elles voient une personne complètement conne, elles sont en train de râler, oh, il fait de l'argent, le monde part en couille, alors qu'elles ne comprennent pas que l'univers fait bien les choses. Je l'ai déjà expliqué. De nos jours, faire de l'argent, ce n'est plus de la compétence. On arrête de nourrir le storytelling. De nos jours, faire de l'argent, ce n'est plus se poser la question de savoir comment est-ce que je pourrais avoir un business incroyable, comment est-ce que je pourrais avoir une idée incroyable, comment est-ce que je pourrais avoir le meilleur process de tous les temps. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'argent de nos jours. Pourquoi ? Parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui viendra avec une meilleure idée qui te décimera. La question que tu dois te poser, avoir d'antifragilité, c'est comment est-ce que je peux faire en sorte que des gens s'identifient à moi et que je crée ma communauté derrière. Apple en parle, Apple est la première entreprise du monde. Apple n'innove rien. Ils font le plus de cash au monde, c'est une entreprise de luxe. Ils ont maximisé sur leur statut, personal branding à étiquette. C'est exactement pour ça que les gens cons font de l'argent de nos jours, parce qu'il y a des gens cons qui s'identifient à eux, il y a des gens cons qui leur donnent de l'attention. Donc on essaie d'arrêter d'avoir le meilleur processus du monde. C'est pour ça que j'ai mis ce schéma. T'as Sasuke qui est bien plus intelligent que Naruto. Et tu as au milieu le grand Rikudo Senin. C'est le grand sage du manga, qui là est en train de donner la recommandation à faire. Tu as le mec intelligent qui va dire OK, et t'as le mec qui se croit intelligent alors qu'il est pas si intelligent que moi, qui est pas non plus si con que ça. Naruto qui lui va trouver des excuses. Donc soyons très simples dans nos vies. Soyons extrêmement cons ou extrêmement intelligents, mais dans les deux cas, soyons très simples. Ne compliquons pas les choses. Ensuite, plus on se réfère à un seul canal, plus on s'expose au risque d'effondrement de notre business et écosystème. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de fragilité. Là, je vous donne encore une autre raison. Mais un écosystème est d'autant plus fragile qu'il est optimisé. Plus un écosystème domine son environnement, plus il est fragile. Exemple. Oh là là, mon Dieu, j'adore ce que j'ai écrit. Donc, j'ai parlé d'antifragilité vis-à-vis du personal branding. On arrête d'être le meilleur. On cherche l'antifragilité. On arrête de nourrir la culture de storytelling. Oui, j'ai tout perdu. Je m'en suis en sorti au bout d'un moment. J'ai lancé ce business. Ça a marché. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas sexy. Nous, lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, on veut première année faire 10 000, deuxième année faire 30 000, troisième année 400 000, et j'en passe. On veut que ça monte tous les jours. On n'a pas envie de monter, que ça redescende. C'est pas sexy. Donc on cherche l'antifragilité. Le personal branding nous permet de l'antifragilité. Maintenant, une autre raison de l'antifragilité vis-à-vis de ce que je viens de dire. Et pourquoi on doit toujours se diversifier dans toutes les parties de notre fenêtre, pour ce qui est de générer de l'attention, pour ce qui est d'éduquer nos clients, pour ce qui est de capter notre attention sous forme de data, et pour ce qui est de convertir nos clients. J'ai mis l'exemple de Apple et de McDonald's. On aurait pu aussi prendre l'exemple des dinosaures, ici. Plus tu domines un environnement, plus tu es fragile. Plus tu optimises un écosystème, plus tu es fragile. J'ai pris l'exemple de Apple et McDonald's. Apple, c'est quoi ? C'est l'entreprise qui fait le plus de cash au monde, qui fait le plus de bénéfices au monde. Cette entreprise est ultra optimisée. Apple, c'est quoi ? Ils conçoivent leurs produits aux États-Unis d'Amérique, là où tu as tous les génies de l'innovation. Ils vont fabriquer leurs produits en Asie, là où la fabrication coûte le moins cher possible. Ils vont vendre leurs produits en Europe, là où la consommation est à son paroxysme. Tout le monde veut consommer, personne ne veut produire. L'Europe est socialiste, tout le monde le sait. Apple est ultra optimisé parce qu'ils ont maximisé du coup sur chacun des domaines
de l'accomplissement d'Apple, la conception, la production, la vente, ils ont optimisé du coup les 3 domaines. Qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a un imprévu qui arrive? Comme la Chine est la première puissance mondiale du monde, ça ne plaît pas aux États-Unis. Donc la Chine et les États-Unis sont en train de s'effriter. La Chine a menacé le monde entier que si vous continuez à casser les couilles avec Taïwan, nous on va régler ce problème en 48 heures. La Chine exhorte les États-Unis de se calmer. Vous n'êtes pas les gendarmes du monde. Yellen, la présidente de la Fed, va carrément dire Yellen, je sais pas quoi, va carrément dire aux Chinois, arrêtez de travailler avec les Russes. Les Chinois leur disent, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe derrière? Des problèmes entre la Chine et les États-Unis. Et Apple, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent tous leurs iPhones en Chine. Là, ça coûte de moins cher. Donc là, il y a des frictions qui peuvent du coup empiéter sur le business de Apple. Donc Apple l'a vite compris. C'est pour ça qu'ils sont en train de se barrer en Inde et j'en passe. C'est exactement la même chose avec les États-Unis. Steve Jobs, comment il s'appelle le propriétaire, le CEO de Apple actuellement? Tim Cook l'a carrément dit. Il a dit, tu prends tous les meilleurs ingénieurs des États-Unis, ils remplissent pas un stade de football. Prends tous les meilleurs ingénieurs de la Chine, il te faut 10 stades de football. Il s'est aussi rendu compte de ces conneries. Tout le temps à ne travailler qu'avec les mecs aux États-Unis. Pareil, pour ce qui était de la consommation, on s'empresse de vendre des iPhones en Europe, on est en train de freiner la chose. On s'est rendu compte qu'il fallait vendre des iPhones en Chine. Maintenant, Apple a des problèmes en Chine aussi, parce qu'elle est en train de donner son cul au PPC chinois. De toute façon, elle n'a pas le choix. Parce que le PPC chinois, lorsqu'il te dit tu fais ça, tu t'adaptes très rapidement. Tu t'adaptes très rapidement. Et du coup, Apple a maximisé chacun de ses pôles dans son système de vente. Mais Amazon, Apple, ils ont beaucoup de problèmes où ils doivent mettre en place des compromis. Alors que d'ailleurs, tu as McDonald's. McDonald's fait certes moins d'argent que Apple, mais McDonald's a moins de problèmes que Apple. McDonald's, lorsqu'ils font leur production au Maroc, ils ont des trucs, ils font la production au Maroc pour vendre au Maroc. Lorsqu'ils sont en France, ils font la production en France pour vendre en France. Lorsqu'ils font la production aux États-Unis, ils vendent aux États-Unis. Donc McDonald's, ils n'ont pas des problèmes de la pomme de terre à être envoyée du Brésil vers la France. Non, ils font leur pomme de terre dans chacun des pays là où ils produisent. Donc déjà de 1, ils sont antifragiles. McDonald's a des locaux dans chacun des pays. Donc McDonald's fait peut-être moins de bénéfices que Apple, mais McDonald's ne va pas faire sa pomme de terre dans le pays le moins cher pour après la revendre dans le pays le plus cher, pour maximiser ses marges. McDonald's fait ses pommes de terre dans le pays où ils vont vendre leurs pommes de terre, en fonction des différents pays. Je vais vendre au Brésil, je mets mes pommes de terre au Brésil. Je vais vendre en France, je mets mes pommes de terre en France. Je vais vendre en Chine, je mets mes pommes de terre en Chine. Donc ils font moins de marge, mais ils ont moins de problèmes. Donc c'est de cette antifragilité dont je parle. À trop optimiser un écosystème, tu le rends de plus en plus fragile. Et c'est exactement ce que je racontais dans la génération de leads. Je vois des entrepreneurs qui sont en train de dire « Je ne suis pas là pour générer de l'attention, je ne suis pas là pour je ne sais quoi, moi je veux une petite audience, parler qu'à mon audience, vendre mes produits de consultanat. » Non. Tu te rends extrêmement fragile. Parce que déjà de 1, ta petite audience, tu vas tout le temps lui parler, ça peut les fatiguer, et en plus tu ne te diversifies pas. J'ai donné l'exemple de Grant Cardone. Grant Cardone, qui est un multimillionnaire, milliardaire américain qui fait de l'immobilier, mais qui capte le maximum d'attention, qui vend ses produits en ligne, qui fait 200 millions d'euros à l'année. Grant Cardone a un process de vente catastrophique. Il n'a pas les meilleurs closers. Il n'a pas le meilleur système opérationnel. Mais Grant Cardone capte le maximum d'attention. Donc, ses process derrière ne sont pas très optimisés. Mais parce qu'il capte le maximum d'attention, il est antifragile. Et il fait de l'argent. C'est exactement comme TikTok. L'UI et l'UX de TikTok, c'est pas la même. Toi qui as déjà créé du contenu sur TikTok, tu sais qu'il y a quelques bugs sur TikTok. Un compte, déjà TikTok ne réagit pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que si tu postes la même vidéo sur 2 comptes TikTok, il y en a un peut-être qui va être viral d'un coup, il y en a l'autre qui va pas être viral d'un coup. Tu as des problèmes suivant 2 comptes, tu as des bugs de compte, mais tu restes sur TikTok parce que tu sais que TikTok peut du jour au lendemain rendre ta vidéo virale. Parce que TikTok a son produit primaire qu'il a rendu tellement bon qu'il est automatiquement antifragile sur le reste des aspects de TikTok. C'est-à-dire que les gens sont capables de fermer les yeux sur le reste parce que le produit primaire est tellement bon. Donc, ils sont antifragiles. Et après, ils ont le temps de bien optimiser le reste de leurs produits. Donc,
Là, ce que j'essaie de dire, je prends comme cette image du Big Bang, ce que j'essaie de dire, toujours se diversifier. Il faut chercher l'antifragilité. Le Big Bang, pourquoi je mets le Big Bang? Parce que, encore une fois, soit lorsque tu optimises, tu deviens de plus en plus fragile, et lorsque tu es tout en haut d'un écosystème, tu es de plus en plus fragile. Les dinosaures étaient les apex prédateurs de la planète Terre. Lorsqu'un événement incroyable s'est passé, c'est pas les humains qui sont morts, c'est pas les plantes qui sont morts, c'est bien les dinosaures. Donc, lorsqu'on ultra optimise, par exemple, un process sur la publicité, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe sur la publicité, comment est-ce que tu fais si tu n'as pas maximisé les autres? Et là, j'ai pris un autre exemple sur le propriétaire de la Standard Oil, Rockefeller, à l'époque de la révolution industrielle. C'était l'homme le plus riche de tous les temps. À tout moment, il peut se passer un truc lorsque tu es numéro 1. À tout moment, il peut se passer un truc lorsque tu suroptimises. Rockefeller, la Standard Oil, hein, elle était tellement grosse. Il tuait tout le monde. Tellement grosse. Il y a un président qui a carrément fait sa campagne pour détruire la Standard Oil. Je crois qu'il s'appelle Roosevelt. Alors, regarde, laisse-moi regarder ça. C'est Roosevelt ou... Enfin bref, il y a un président qui a fait sa campagne juste pour dire qu'on va démanteler la Standard Oil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'antifragilité. Il a découpé la Standard Oil en plein de petites compagnies. Tout le monde connaît ExxonMobil aujourd'hui. Et du coup, il s'est transformé en antifragilité. Parce qu'il avait ce gros mastodonte qui était sous le feu des projecteurs, antifragilité. Hop, il a essayé de passer sous les radars. Donc il faut toujours se diversifier. Toujours se diversifier. Toujours se diversifier. Plusieurs sources de trafic, plusieurs techniques de setting, plusieurs techniques pour éduquer le client, plusieurs techniques de closing, plusieurs techniques pour capter le maximum d'attention. Les plus grandes et meilleures entreprises utilisent les 4 méthodes. Compter sur une seule méthode comporte toujours un risque. Un client, un service, un flux de revenus, un canal d'acquisition, risque assuré. Exactement comme Apple. Et du coup, j'ai écrit Apple, conception du produit dans le meilleur pays du monde, plus fabrication du produit dans le meilleur pays du monde, plus vente du produit dans la meilleure zone du monde. Risque assuré. Regardez la situation entre la Chine et les États-Unis. Si un canal d'acquisition cesse de fonctionner, tu te retrouves à 0. Si tu en as 4 et que l'un s'arrête, tu as toujours 3 qui fonctionnent. Tu ne mettrais pas tout ton argent dans une seule action, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas non plus mettre l'avenir de ton entreprise entière dans un seul canal d'acquisition. Les algorithmes changent, les comptes sont suspendus, les tendances passent de mode en mode, hein, comme on l'a dit. Le darwinisme, la technique qui marchait il y a 2 ans n'est plus celle qui marchait aujourd'hui. N'est-ce pas? Le marché évolue, tu as besoin des 4. Et on rappellera encore le darwinisme, ce n'est pas le plus fort qui reste. C'est exactement ce qui s'est passé avec les dinosaures. C'est exactement pour ça que les premières entreprises il y a 100 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. C'est exactement pour ça que BlackBerry a disparu. C'est exactement pour ça que Nokia a disparu. Et c'est exactement pour ça que Apple va disparaître, parce que Apple n'est pas capable d'innover dans l'intelligence artificielle et que Apple est obligé de s'entendre avec ChatGPT. Le créateur de Siri en a parlé, c'est un Français d'ailleurs. Il a dit Apple, ils sont à la ramasse. Siri, c'est pas Apple. Siri, c'est une compagnie à la base indépendante. Apple les a rachetés. Et d'ailleurs, Apple n'a toujours pas réussi à optimiser Siri. Apple s'est retrouvé maintenant à faire des partenariats avec ChatGPT. Et la nouvelle tendance actuelle, c'est le nouveau futur actuel, c'est l'intelligence artificielle. Et Apple est complètement à la ramasse. Rendez-vous compte que Apple maintenant fait maintenant de l'open source. Apple, l'entreprise qui cache tout, qui fait baver les gens, qui à chaque keynote est capable de faire rêver les gens. Aujourd'hui, Apple fait de l'open source pour ce qui est du pôle intelligence artificielle. Revenons sur le système d'acquisition. Si on fait juste de la prospection, nous envoyons des emails à froid en masse et nous leur envoyons des DM sans qu'ils ne nous connaissent. C'est un excellent moyen d'obtenir des clients ou au moins d'attirer de l'attention. Mais cela pose aussi des problèmes. Dans la plupart des cas, ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Ils ne vous connaissent pas et ne vous apprécient pas, ils ne vous font pas confiance. Lorsqu'on fait de la prospection, sans les 4 hautes techniques de génération de leads, n'est-ce pas? Comme toutes ces personnes qui me contactent que je ne connais pas. J'ai même pas envie d'aller regarder leur profil. Ils m'envoient des emails, je ne sais pas qui c'est. Même si on est bon à ce jeu, prospection, ou bien publicité, ou bien juste création de contenu, ou bien partenariat. Même si on est beau à ce jeu,
on ne se démarque pas vraiment de la concurrence. Et aujourd'hui, c'est très dur. Tout le monde se lance, tout le monde fait du cold email, car la barrière à l'entrée est bien plus basse comparée, par exemple, à la création de contenu. Maintenant, admettons que nous créons du contenu et que nous couplons cela à du cold email. Pas besoin d'être Einstein pour savoir que le système est bien plus efficace. Et là, je le répète, le business, c'est de la confiance. Tout est basé sur de la confiance. Le système monétaire international est basé sur de la confiance. Le business, c'est de la confiance. Les gens sont en train de changer leur dollar en or. Il y a une perception de l'or alors que l'or ne sert à rien. C'est parce qu'il y a une croyance fondamentale des gens. On est sur un esprit de confiance. Et aujourd'hui, les temps sont durs. Les temps sont durs. On vit en Occident. On essaie de s'en sortir. Le problème, c'est que les gens, eux, ils essayent de trouver des solutions. Et parce que les temps sont durs, les gens font un peu plus attention à comment ils dépensent leur argent. Donc, ce qui veut dire que pour gagner la confiance des gens, il va falloir qu'on fournisse plus de travail qu'à l'époque. Aujourd'hui, le concept de confiance dans le business est encore plus primordial. Le consommateur n'a jamais été aussi éduqué, donc plus réfléchi, et trouve des objections plus facilement. Par conséquent, la confiance perçue dans ton entreprise est devenue plus cruciale que jamais. Si les gens te connaissent et te font confiance, vendre tes services ou produits sera plus facile. De plus, le consommateur doit consommer environ 7 heures de ton contenu et voir tes publicités environ 7 fois avant d'acheter. Alors, commence à créer du contenu dès maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas créer du contenu. C'est-à-dire que le business aujourd'hui est de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile de convaincre les gens. Tu as carrément les hommes les plus riches du monde qui créent du contenu. Les hommes les plus riches du monde ne sont plus tout le temps dans leur entreprise en train de trouver des solutions. Ils prennent le temps d'aller sur des podcasts, à la télévision, créer du contenu parce qu'il faut capter l'attention des gens. Si tu comprends bien la dynamique des choses, tu sais que les meilleurs business au monde, ce sont juste des business qui, ont acquis la confiance des personnes et ont fait en sorte que le maximum de personnes adhèrent à leurs valeurs. En Occident, en tout cas. Et toi, tu es là. Tu veux ne pas créer du contenu. Tu veux ne pas humaniser ton business parce que tu as peur pour je ne sais quelle raison. Alors que la compétition, elle crée du contenu. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est comme si tu étais un joueur moyen, assez bon. Allez. T'es un assez bon entrepreneur. Moi, je suis un assez bon entrepreneur. Nous sommes Antoine Griezmann et nous allons affronter dans un match de football Messi et Cristiano Ronaldo, nous étant Antoine Griezmann avec une jambe cassée. C'est-à-dire qu'on ne maximise absolument pas nos chances de bien affronter Cristiano et Lionel Messi. Ça n'a aucun sens. On doit maximiser nos chances de réussite. On diversifie nos chances de bien transformer notre attention en client. On fait les cas techniques de génération de leads. On a plein de lead magnets pour capter l'attention des gens. On a plein de techniques pour éduquer nos clients. On a plein de techniques pour transformer un lead qualifié en client. Nous sommes dans l'ère du personnel média où plus personne ne fait confiance aux médias, au gouvernement ou aux médias grand public, les MSM, c'est comme ça que les anglo-saxons les appellent. Les gens écoutent désormais d'autres individus et veulent faire partie de leur communauté. Pourquoi ? Parce que dans cette ère où nous sommes censés être plus connectés, nous sommes en réalité plus isolés que jamais. L'être humain est un être social, donc son réflexe primaire, sans même s'en rendre compte, est de chercher l'appartenance, de faire partie d'un groupe. Même dans un monde où l'individualisme est prôné, si l'on y regarde de plus près, tout le monde se copie sur YouTube, tout le monde porte les mêmes vêtements, tout le monde a un iPhone, tout le monde enrichit les mêmes entreprises. Je donne mon explication. Il y a eu 3 grandes tendances pour faire de l'argent dans le monde moderne. Première tendance, c'était la révolution industrielle. Rockefeller était l'homme le plus riche du monde. Henry Ford a changé la dynamique du monde. Andrew Carnegie était la deuxième personne la plus riche derrière Rockefeller. Cette tendance est passée. On est passé sur les tendances des corporations. LVMH, Altis, Bolloré, Microsoft, Facebook. Les gens ont perdu confiance aux corporations. Les corporations maximisent le profit. Les gens ont de plus en plus de mal à survivre. Les gens ne font plus confiance aux corporations. On a vu ce qui s'est passé, le Covid et tous les trucs qui se sont passés derrière. Et en plus de cela, les gens ne se sont jamais sentis
isolés à cause des réseaux sociaux. Donc les gens cherchent la connexion. Et moi, je l'ai déjà répété, on voit l'intelligence artificielle qui est en train de prendre de l'ampleur, les gens paniquent, mais en réalité, c'est une chance. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que le problème de l'Occident, c'est que l'Occident a cette grande manie d'affronter la nature. Le problème, c'est que nous sommes des produits de la nature. Et lorsque tu affrontes la nature, à tous les coups, tu perds. Lorsque tu crées une invention qui affronte la nature va automatiquement lancer un mécanisme d'autodéfense naturelle. Il y a une répétition, il y a un pléonasme. Mais c'est ce qui se passe. Plus d'intelligence artificielle va engendrer plus de recherche à la connexion humaine. Comme les meufs d'OnlyFans, tout le monde est en train de dire oui, l'intelligence artificielle va mettre les meufs à la porte. Ce n'est pas le cas. Ça va renforcer le besoin des hommes de chercher une femme et pour se connecter avec une femme sur OnlyFans. Et on le sait tous, les meufs qui font plus d'argent sur OnlyFans ne sont pas les plus belles femmes. Ce sont les femmes auxquelles les hommes se sont un peu plus proches. OnlyFans est un business de proximité. Ce n'est pas un business où on a juste envie de se masturber. Donc, à cause de tout cela, nous vivons dans la troisième grande ère qui est le personal média. Les gens font confiance maintenant aux êtres humains. C'est exactement pour cela qu'on a des gens comme Thierry Ardisson qui ne comprennent pas que Squeezie est autant de réussite dans le business. Il ne comprend pas, il dit voilà, ces jeunes qui n'ont absolument pas travaillé, ils comprennent pas la dynamique des choses. C'est réel, c'est votre chance. Les gens cherchent des solutions, créez une personal brand, arrêtez d'avoir les meilleurs business du monde, arrêtez de croire que le Web 4 va vous sauver, le Web 3 va vous sauver, l'intelligence artificielle va vous sauver. Vous devez faire en sorte que des gens s'identifient à vous, vous devez créer un narratif, faire en sorte que des gens partagent des valeurs pour ensuite capter l'attention de ces gens. Avec l'attention de ces gens, vous monétisez. Avec l'attention de ces gens, vous pouvez faire du levier maintenant sur l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles méthodes qui vont sortir. Nous sommes dans l'ère du personnel média. Avec la création de contenu, tu ne seras plus jamais pauvre. Tu peux échouer dans le lancement d'un produit, mais tu auras toujours des personnes qui t'écoutent. Il te suffira alors de comprendre pourquoi les gens te suivent et de monétiser ici. Le monopole, c'est le personnel média. Les plus grosses entreprises du monde sont des monopoles. Ceux qui font le plus d'argent ont réussi à créer un monopole. Nous, petits entrepreneurs que nous sommes, le seul monopole que nous pouvons créer, c'est le personnel média. Notre but est de réchauffer nos leads le plus rapidement possible et le plus effectif possible. Si on fait de la prospection et de la création de contenu, voilà ce qui se passe. Nous sommes là, on envoie des emails, des calls, des messages, et derrière, le mec, il regarde notre création de contenu. Et là, il va dire « Ah oui, je l'ai déjà vu ce pélo. Je suis lyonnais, excusez-moi. Je l'ai déjà vu ce pélo. » Hop. Si nos leads ont vu nos posts sur LinkedIn ou Twitter, s'ils se sont abonnés à notre newsletter, s'ils ont regardé certaines de nos vidéos sur YouTube, s'ils nous ont vus dans un podcast ou une interview, surtout dans des podcasts où nous touchons une audience qui n'est pas nécessairement la nôtre, je l'ai déjà dit, c'est exactement de cette synergie dont je parle. Notre audience, c'est peut-être des personnes A, B, C, D, E, qui vont recommander notre contenu à des personnes qui leur sont semblables, donc A', B', C', D'. Lorsqu'on fait des podcasts ou lorsqu'on va voir quelqu'un d'autre, cette personne a peut-être une audience avec des personnes E, F, G, H, I, J, K, et ces personnes recommandent E, F', H, G', J, K', et j'en passe. Et nous, avec notre audience, notre visage, on va toucher ces personnes, et ces personnes, elles vont nous découvrir et consommer notre contenu. Et du coup, on devient davantage antifragile. Maintenant, lorsque nous envoyons des emails froids, nos leads préchauffés seront encore plus chauds et cela augmente nos chances d'obtenir une réponse. Et on en revient à cette analyse que nous devons faire. Ça. Voilà. Plutôt que de se demander comment puis-je obtenir des clients, hop, il y a une répétition. On répond à ces questions. Donc là, plutôt, si on fait de la prospection, de la création de contenu et des ads, notre génération de leads est encore plus effective. C'est-à-dire que là, on fait juste de la création de contenu et on fait de la prospection, on a « Ah oui, je le connais ce pélo ». Maintenant, dans notre synergie, on ajoute des publicités. Je connais ce pélo, il est partout. N'est-ce pas ? Donc, on fait la prospection, on crée du contenu, les gens nous remarquent.
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance des ads? Eh bien, elles sont moins chères et on touche davantage de personnes, elles sont plus efficaces et on touche potentiellement des leads chauds. Donc, avec la création de contenu, avec la prospection, avec des partenariats, automatiquement, les publicités coûtent moins cher, elles sont plus effectives. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils passent de l'étape de lead de prospect froid à l'étape de prospect chaud plus rapidement et plus efficacement. Et notre système fonctionne de mieux en mieux chaque jour. Donc, notre système-là, parce que nous, on doit se rassurer, lorsqu'on s'entretient en closing ici, on doit se rassurer que notre lead coche toutes ces cases. Derrière, on doit faire de l'argent rapidement. Et ben, parce qu'on a les 4 techniques de génération de leads, on a cette synergie, et bien, on peut du coup valider ce process plus rapidement. Le process, c'est-à-dire que le client, il commence ici pour arriver là, il se fait plus rapidement aussi. Tout fonctionne tout simplement plus rapidement. Et avec les partenariats, et lorsqu'on fait des partenariats, du coup, grâce à tout cet écosystème mis en place, ces leads provenant d'une autre audience se réchauffent 10 fois plus rapidement sans que nous ayons à fournir un quelconque travail. Vous savez de quoi je parle. Il nous est tous arrivé de découvrir un podcast avec un invité spécial et en quelque sorte seulement, en quelques heures seulement, nous sommes déjà familiers avec le créateur de contenu car nous explorons instinctivement son contenu sur toutes ces plateformes par curiosité. L'importance des partenariats. C'est-à-dire que tu as découvert quelqu'un, il est intéressant ce mec, je vais un peu sur YouTube, checker un peu ce qu'il fait, sur son Instagram, checker un peu ce qu'il fait, et j'en passe. Donc là, l'importance des partenariats, qu'on peut aussi utiliser. Et en plus de cela, ça nous rend davantage antifragiles pour ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que avec notre audience, on a un certain type de client, le partenariat que l'on fait, le mec, il a un certain type d'audience, et nous, on va toucher cette autre audience qui n'est peut-être pas de base notre audience. Donc, on accentue encore l'antifragilité. Donc, générer des leads sans fin change ta vie en tant qu'entrepreneur. Quand tu commences à obtenir plein de prospects, voilà ce qui se passe. Donc, notre système d'acquisition, là, on a des leads. Et parce qu'on a cette synergie sur la prospection, la création de contenu, les publicités et les partenariats, on a de plus en plus de leads. C'est-à-dire que ce process, il se fait plus rapidement, il est plus facile à valider. Et en plus de cela, on a un cycle de vente bien plus court. Et je le répète, restons dans les bases. Lorsqu'on veut savoir si notre système fonctionne, on reste dans les bases. On coche ces cases plus rapidement. Ces cases sont cochées plus rapidement. Et en plus de cela, on a plein de personnes. Donc là, quand je mets ce schéma, on a plein de leads et ces leads sont constamment nourris par cette synergie qu'on a entre les 4. Et en plus de ça, il y a plein d'avantages. Position de supériorité, plus facile à vendre, pas de clients cauchemardesques, plus de clients, plus de recommandations, prix high ticket, plus de marge, embaucher des A-players, travailler moins, gagner plus, réinvestir facilement pour plus de croissance, plus de leads. Donc ça, c'est tous les avantages qu'on a derrière lorsqu'on a un système d'acquisition qui fonctionne, lorsqu'on a généré de l'attention, lorsqu'on a une personal brand, lorsqu'on utilise les partenariats avec la publicité, la création de contenu et j'en passe, plus de confiance dans notre business, on a tous ces avantages. Tous ces avantages nous permettent de générer plus de leads, ça nous permet de mettre du prêt à étiquette, d'avoir plus de marge, de travailler moins et de gagner plus et j'en passe. On a un système qui fonctionne correctement. Et donc, on est toujours dans la génération de leads. On utilise les 4 techniques pour générer le maximum d'attention et on va utiliser les 4 leviers pour du coup bien utiliser les 4 techniques pour générer de l'attention. Le code, le média, l'IA, le code, le média, le capital, le flux et l'humain. Pour maximiser notre capacité à capter l'attention, on va utiliser les 4 leviers de l'attention. Le média, exemple, la création de vidéos. Le code, l'automatisation, l'intelligence artificielle. Le capital, le flux. L'humain, les ressources humaines pour bien déléguer. Donc, générer nos leads, c'est prospection, création de contenu, publicité, partenariat. Pour bien, du coup, utiliser ces 4 cavaliers pour générer notre attention de lead, on va utiliser les 4 leviers pour le faire. Parce qu'en utilisant ces 4 chevaliers pour générer notre attention,
on est capable on est capable d'avoir un bon process pour avoir un lead qualifié, donc un viewer qui se transforme en lead. On le répète, un lead, c'est quelqu'un pour qui on a l'adresse email. Un viewer en lead, un lead en lead tiède, un lead en lead chaud, un lead chaud en lead qualifié, un lead qualifié en client. Avec la synergie des quatre, ce process de validation fonctionne parfaitement. Avec la synergie des quatre, ce process de validation fonctionne parfaitement et rapidement. Avec la synergie des quatre, ce process de validation fonctionne rapidement. Putain, je m'embrouille dans mes idées. Mieux dans tous les cas. D'accord? Et pour, du coup, de manière indirecte, avoir un process qui fonctionne rapidement et d'avoir ce système d'acquisition, parce que la synergie des quatre nous permet d'avoir, du coup, tous ces avantages lorsqu'on génère de plus en plus de leads. Tous ces avantages, les partenariats, la publicité, la création de contenu et j'en passe, il nous permet d'avoir tous ces avantages, hein. Des leads. C'est-à-dire des leads qui entrent parce que les partenariats, par exemple, nous permettent de travailler moins, parce que la publicité nous permet de toucher plus de personnes, parce que la création de contenu nous permet d'augmenter notre valeur ajoutée, donc du coup de faire des produits high ticket, de faire des marges, d'embaucher des high players. Donc les quatre nous donnent tous ces avantages qui derrière ne font que gonfler notre génération de leads. Et bah si on utilise bien ces quatre leviers, bah tout simplement ça, encore mieux accentué. Donc les quatre leviers nous permettent de mieux faire fonctionner notre 4 cavaliers de la génération lead, et notre 4 cavaliers de la génération lead donne tous ces avantages qui nous permettent derrière d'avoir plein de leads. Et là je l'écris. Hop, j'avance. Voilà les avantages. Le média, c'est la création de contenu. Lorsque tu crées du contenu, tu peux utiliser avec une vidéo, tu peux toucher plein de personnes en une seule fois. Avec une vidéo, tu peux toucher plein de personnes tous les jours. Donc, tu n'as pas besoin de travailler tous les jours. C'est-à-dire que c'est comme un restaurant, quoi. C'est-à-dire un restaurant, lorsque tu veux scaler un restaurant, tu dois faire un autre restaurant. C'est pas très scalable. Le média, c'est scalable. Une vidéo, ça peut toucher autant de monde que possible et plusieurs fois. Donc, le média, c'est de la création de contenu. Avec la création de contenu, on éduque, on apprivoise des leads. La création de contenu, on éduque aussi les gens par l'écrit, avec la newsletter. Et on n'oublie pas ce qu'on a dit. Les gens passent plus de temps dans leur boîte email que sur les réseaux sociaux. Je vous ai montré une capture d'écran de Ney Patel, qui est un consultant qui génère plus de 100 millions à l'année, qui l'a montré. Donc c'est à ça que sert le média. Avec le média, dans la création de contenu, on a plus de visibilité, plus d'opportunités. Donc le média a un levier incroyable. Ensuite, le code. Donc, avec le code, on automatise. Les codes, c'est tout ce qui est logiciel, intelligence artificielle, séquence, SMS, email. Avec le code, on fait les automatisations. Avec le code, on a l'intelligence artificielle, on a un business automatisé. Avec l'humain, on fait de la délégation. Donc, derrière, économie de temps et d'énergie. Et on a des mecs qui sont peut-être meilleurs que nous. Parce qu'un bon entrepreneur est celui qui est capable de s'entourer de personnes qui sont meilleures que lui. Le capital, l'argent, ça nous permet de directement faire des publicités. Les publicités nous permettent de toucher des personnes du jour au lendemain. La création de contenu, ça prend du temps. Avec les publicités, on touche les mêmes personnes du jour au lendemain. Donc plus de visibilité rapidement sans fournir d'efforts supplémentaires. Et en plus de ça, on a un contrôle des prix à étiquette. Parce qu'avec la publicité, avec l'argent qu'on a, avec la publicité et l'argent qu'on a, eh bien, nous sommes les salopes de personnes. On n'est pas obligé de faire des compromis. Donc ces 4 leviers nous permettent en quelque sorte d'avoir un business qui fonctionne pendant que nous, on travaille 2 heures par jour.